C'est un projet qui fait la une de l'actualité depuis ces derniers mois. La future centrale électrique du Larivot, centrale censée prendre le relais de la centrale vieillissante de Degradé-Cannes qui devrait arrêter de fonctionner fin 2023. Les travaux de déboisement et de terrassement avaient commencé, mais en juillet dernier, décision du tribunal administratif, les travaux sont suspendus par la justice. La justice qui a pointé du doigt, je cite, un doute sérieux sur la légalité du projet. Une décision historique selon les associations Guyane Nature Environnement et France Nature Environnement. Pour en parler, nous sommes ce matin avec le directeur général d'EDF PEI, Alain Delorme. Bonjour. Bonjour et merci de me recevoir. Merci à vous, merci beaucoup d'être avec nous ce matin pour qu'on ait la position d'EDF PEI sur cette question primordiale. On va revenir, si vous le voulez bien, au tout début de ce projet, Alain Delorme, pour bien comprendre la manière avec laquelle ce projet est sorti de terre. Ça commence en 2017 avec la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie. On le rappelle, la PPE, c'est le document qui fixe, on va dire, les orientations de la France en matière d'énergie pour à terme atteindre la neutralité carbone en 2050. Cette PPE, donc, elle a été votée par la CTG. Le projet de la centrale du Larivot, il est donc lancé. 2017, alors que Degradé-Cannes doit fermer en 2023, moins de 6 ans, est-ce qu'il n'y a pas eu un manque d'anticipation, Alain Delorme ? Alors, il y a eu effectivement cette PPE de 2017, mais les programmations pluriannuelles de l'énergie antérieures, depuis 2009, d'accord. Le remplacement de la centrale de Degradé-Cannes qui a été mise en service en 1982, qui aura 40 ans l'année prochaine, était déjà inscrite. Simplement, il a fallu faire beaucoup d'études, trouver un terrain, trouver un consensus sur le terrain. C'est ce que nous avons fait, puisque collectivement, avec la CTG, les services de l'État, la CACL, nous avons au final trouvé un terrain, qui est le terrain du Larivot, qui, comme vous le disiez tout à l'heure, a fait l'objet d'une délibération par la collectivité territoriale de Guyane. Et donc, à partir de ce moment-là, effectivement, à partir de 2017, eh bien, on a réalisé les études, instruit tout le dossier, fait une concertation publique, fait une enquête publique, et puis on a abouti au permis de construire et à l'autorisation d'exploiter cette centrale. Alors je vais peut-être revenir donc donc il y a eu une anticipation à partir de 2019 finalement jusqu'à aujourd'hui. Donc l'anticipation était effectivement bien là, mais ce sont des dossiers qui sont conséquents pour un territoire comme la Guyane, et donc ça prend obligatoirement beaucoup de temps pour le faire, mais l'anticipation était par contre, elle, tout à fait là. Quand je me permets de vous couper, quand je parle d'anticipation, c'est pas mon avis, je ne fais que citer la décision du tribunal administratif de juillet dernier qui expliquait, je cite, je l'ai sous les yeux, la vétusté de la centrale de Degradé-Cannes, connue de l'autorité et de l'énergéticien de la CTG donc, et de EDF PEI, aurait dû conduire à une anticipation plus en amont. Les choses n'ont pas été précipitées, Alain Delorme. Je ne pense pas qu'elles aient été précipitées, puisqu'encore une fois, on est parti de 2019 pour arriver aujourd'hui fin 2021. Ça commence à faire de nombreuses années, donc c'était pas un manque d'anticipation. Et d'ailleurs, on a remplacé les centrales équivalentes, notamment aux Antilles, qui sont des centrales qui sont exactement sur le même modèle que la centrale du Larivot, pour la partie thermique, et elles sont en service depuis maintenant pratiquement 10 ans pour les premières. Donc simplement, on a pris un petit peu plus de temps pour commencer le chantier en Guyane. On en est là aujourd'hui. Le référé, effectivement, a suspendu le chantier. Nous avons fait appel de cette décision, nous et les services de l'État. Nous travaillons avec tous nos bureaux d'études, avec tous nos ingénieurs pour réaliser des mémoires en défense, c'est-à-dire pour clarifier tous les points qui nous sont reprochés au travers de cette décision, et nous remettrons très bientôt tous ces mémoires de façon à éclairer du mieux possible le tribunal de Cayenne, de façon à ce qu'on puisse reprendre ce chantier-là le plus rapidement possible. Parce que je le rappelle, effectivement, vous disiez que la centrale de Degradé-Cannes est une centrale vieillissante. Effectivement, elle date de 82, elle a 40 ans. Les centrales qu'on a remplacées étaient bien plus jeunes que celles de Degradé-Cannes. Donc, il est temps de la remplacer. Il est temps de la remplacer à cet endroit, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Sinon, on en reprend encore pour de très, très nombreuses années. Donc, ce terrain fait consensus. Il a été choisi collectivement. Il faut maintenant qu'on éclaire le tribunal sur 2 sujets principaux que sont, on a parlé de la biomasse liquide, vous avez introduit la biomasse liquide tout à l'heure. Initialement, le projet était un projet au fioul léger. Au travers de la concertation, de l'enquête publique,
on a fait évoluer notre projet sur deux domaines. Le premier domaine, on avait adossé à cette centrale une centrale photovoltaïque de 15 MW, de façon à pouvoir réduire l'emprise du terrain. On a réduit cette centrale photovoltaïque à 4 MW et on a fait évoluer le combustible vers de la biomasse liquide, c'est-à-dire une huile végétale qui n'émet pas de CO2 en émission directe. Donc ça, c'est une évolution majeure et c'est aussi ce que nous allons faire valoir vis-à-vis du tribunal, puisque un des deux sujets sur lesquels nous avons à travailler pour lever ces moyens de cette décision est de garantir que cette centrale démarrera dès le début avec de la biomasse liquide. On reviendra précisément sur ce point parce que vous avez raison, c'est un des points qui vous a été reproché par le tribunal administratif de Cayenne. On va rappeler, pour terminer on va dire ce point, que c'est l'ancienne mandature de la CTG qui a lancé ce projet. Entre-temps, vous le savez, il y a eu des élections, un changement de majorité. L'actuelle majorité, celle de Gabriel Serville, elle soutient totalement le projet de la centrale du Larivot? Absolument, oui. Elle soutient totalement la centrale du Larivot et d'ailleurs, elle a pris une délibération très récemment sur ce qu'on appelle la loi littorale. Ça parle probablement à beaucoup de nos auditeurs. Et elle a pris une délibération pour clarifier le schéma d'aménagement régional et donc le fait que cette centrale du Larivot puisse être construite au Larivot. Et je rappelle d'ailleurs que le Larivot, initialement, c'était le PIDEG, le port international de Guyane. Donc c'était finalement une zone industrielle et on ne fait que revenir dans une zone industrielle et peut-être que le fait d'implanter cette centrale à cet endroit-là redonnera de l'activité industrielle dont la Guyane a besoin, dont tous les socioprofessionnels ont besoin. Peut-être que cette centrale permettra de redonner un petit peu d'industrie dans cette zone-là. Précisément, Alain Delorme, puisque vous parlez de la localisation de ce projet, vous avez raison, c'était un autre point de crispation, on va dire, qui avait été pointé du doigt par la justice administrative. J'ai la décision du mois de juillet et la dernière en date qui a été faite, indépendamment du fait que le SAR, le schéma d'aménagement régional dont vous venez de nous dire quelques mots, n'a pas classé la zone du Larivot comme espace naturel remarquable. Indépendamment de ça, le site, je cite, ne peut être regardé comme un secteur déjà occupé par une urbanisation diffuse. Sur ce point, les choses ne changeront pas, même si la CTG a lancé une procédure de modification du SAR. C'est effectivement tout l'objet des mémoires que nous sommes en train de produire avec nos conseils, avec nos bureaux d'études, pour pouvoir, en plus de la délibération de la CTG, amener tous les éclaircissements au tribunal, encore une fois, de façon à ce que cette centrale soit légitime à cet emplacement-là. Et on ne peut pas inventer une urbanisation qui n'existe pas. Si on regarde d'un peu haut la zone du Larivot, en dézoomant un petit peu plus, on voit qu'il y a quand même de l'habitat autour. Et historiquement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y en avait quand même beaucoup autour de ce port, qui était notamment un port de pêche, et qui exportait de la crevette aussi. Donc c'est ça sur quoi nous allons nous attacher à éclairer pour le tribunal. Alors on va revenir, on l'avait dit, sur le fonctionnement même de cette centrale. Vous l'avez dit, initialement elle devait tourner au fioul domestique, mais le gouvernement, Barbara Pompili, avait annoncé il y a quasiment un an, en octobre 2020, que la centrale du Larivot fonctionnerait à la biomasse liquide. Je vais encore revenir sur la décision du tribunal administratif. Cette utilisation de biomasse liquide, elle présente un caractère hypothétique. Où est-ce qu'on en est sur ce point, Alain Delorme? Est-ce que vous pouvez nous assurer que ce matin, si la centrale voit le jour, qu'elle fonctionnera bel et bien à la biomasse liquide dès le début de son fonctionnement? J'espère bien que la centrale verra le jour parce que la Guyane en a besoin. Oui. C'est très important pour pouvoir développer la Guyane, pour que les Guyanais puissent bénéficier d'un service public de qualité. Il faut une centrale thermique dans la région de Cayenne pour pouvoir assurer une électricité de qualité 365 jours par an, tout le temps. Et par tout temps et en toute saison. Sur la biomasse liquide, maintenant, oui, on peut assurer que la centrale démarrera effectivement à la biomasse liquide et que cette biomasse liquide sera son combustible dès le démarrage. Nous avons fait en Guadeloupe, techniquement, donc je vais développer un petit peu tous les différents aspects très rapidement. Techniquement, nous avons fait
des essais dans la centrale sœur de Guadeloupe avec cette biomasse liquide, la même qui viendra ici en Guyane. Nous avons fait les essais techniques pour savoir si les moteurs fonctionnaient correctement avec ça. C'était un franc succès. Donc, fonctionne correctement. Mais qu'est-ce qui explique ce flou, du coup, que on nous dise ce sera peut-être de la biomasse, que la justice, du coup, pointe du doigt cet aspect un petit peu flou des choses et qu'aujourd'hui, vous nous dites oui, ça le sera? Oui, ça le sera parce qu'entre-temps, entre la première décision et aujourd'hui, il y a eu une modification simplifiée de la fameuse PPE. Donc, la commande de l'État a été modifiée, c'était fin août, et dans laquelle on dit, effectivement, il y aura la biomasse liquide et aussi le FOD. Mais nous, aujourd'hui, ce que nous voulons faire et ce que nous allons faire dans nos mémoires en réponse, et ce à quoi nous travaillons avec les services de l'État, c'est d'avoir une autorisation complémentaire pour fixer définitivement le seul combustible avec la biomasse liquide. C'est quoi votre avis personnel, Alain Delorme, sur la biomasse liquide? Est-ce qu'à vos yeux, c'était vraiment la bonne chose à faire? Je vous pose la question parce qu'on a reçu ici même les opposants à ce projet qui mettent en avant le fait que finalement, c'est une manière de verdir le projet qui on le rappelle, hein, vous l'avez dit, à la base devait fonctionner au fioul. Alors, mon avis personnel, c'est que la biomasse liquide est un combustible d'avenir qui se développe énormément. À l'horizon 2030, excusez-moi, à l'horizon 2030, il y aura à peu près 23 millions de tonnes de biomasse liquide produites. Et nous, dans le monde? En Europe. En Europe, d'accord. Et nous, on aura besoin de 100 000 tonnes. Donc 0,3, 0,4% simplement. C'est un combustible renouvelable. Nous, on ne prendra que de la biomasse liquide durable et renouvelable, c'est-à-dire qui ne se mettent pas en compétition avec l'agriculture alimentaire. Donc c'est un combustible d'avenir, c'est réellement un combustible d'avenir. Il a aussi une grande vertu, il a deux vertus supplémentaires. La première, c'est que on produit cette huile végétale, de l'huile de colza qu'on peut tous voir pratiquement dans les supermarchés, juste pour l'image. Et puis aussi ce qu'on appelle des tourteaux, c'est-à-dire des protéines végétales pour la nourriture des animaux. Ce qui fait qu'il y a deux coproduits au travers de cette biomasse liquide. Qui viendra d'où d'ailleurs? Elle sera importée? Dans un premier temps, elle sera importée. Et nous travaillons avec la préfecture et l'INRAE, donc l'Institut national de recherche agronomique. Nous recherchons s'il peut y avoir le développement de filières locales de biomasse liquide. Par exemple, le Coupoissou pourrait être candidat à faire de la biomasse liquide. Donc l'avantage aussi de mettre... La filière n'existe absolument pas aujourd'hui. La filière n'existe pas aujourd'hui, ça on est bien d'accord. Par contre, si on ne met pas cette centrale et si on n'amet pas la biomasse liquide, cette filière-là ne pourra pas se développer. Donc il faut bien commencer par un bout et c'est un vrai sujet d'autonomie énergétique finalement. Alors puisque vous parlez d'ailleurs d'autonomie énergétique, on le sait, la Guyane elle attire de nombreux porteurs de projets sur la question des énergies renouvelables, solaire, biomasse. Il y a le groupement des entreprises en énergie renouvelable de Guyane, le GENERG. On a d'ailleurs reçu ici même Pierre Perrault, le GENERG, qui a déclaré qu'il s'inquiétait de la mise en péril des projets en énergie renouvelable, mise au péril qui, selon eux, résulterait du surdimensionnement de la centrale du Larivot. Combien de mégawatts d'ailleurs pour la dernière mouture du projet, on va dire? La dernière mouture du projet, qui est la mouture initiale en termes de puissance, est de 120 mégawatts. 7 moteurs de 16 mégawatts. Plus 4 de solaire. Plus 4 mégawatts de solaire. Mais le solaire, si je compare avec le GENERG, c'est typiquement du renouvelable, du renouvelable pur. Et la biomasse liquide est du renouvelable aussi. Mais pas pur. Si. C'est de la biomasse pure et en plus elle est garantie. Et en plus elle est garantie. Alors je vais revenir sur ce que certains disent. Une centrale thermique avec un combustible renouvelable permet justement de pouvoir accompagner le développement du solaire sans stockage, de l'éolien sans stockage, si tant est qu'il y ait... Accompagner, c'est-à-dire de quelle manière? Une centrale comme la centrale du Larivot est composée de 7 moteurs qui sont très flexibles, qui peuvent ajuster leur puissance quasiment instantanément. Et donc, s'il y a du soleil,
un moteur s'efface, 2 moteurs s'effacent, 3 moteurs s'effacent. S'il n'y a plus de soleil, un moteur démarre, 2 moteurs démarrent, 3 moteurs démarrent. Et donc vous la voyez comme un complément finalement des énergies renouvelables à la fois en comme Guyane. un complément et comme un accompagnement du développement des énergies renouvelables sur un territoire comme la Guyane. Et je finirai juste d'un mot en disant la Guyane est un territoire extraordinaire de ce point de vue-là, puisqu'on aura un mix énergétique qui sera composé. Il n'y a pas une solution unique. Ça sera composé de plusieurs solutions techniques qui permettront de développer et d'être exemplaires vis-à-vis d'autres territoires français, et notamment l'Hexagone. Si on fait la centrale du Larivot, si on continue à développer le photovoltaïque, les ENR traditionnels, la Guyane pourra devenir, dès 2024, un territoire 100% ENR. Mais je me permets de revenir sur ma question initiale qui ne portait pas tant sur l'existence même de la centrale, mais sur son dimensionnement, sur son surdimensionnement qui inquiète la profession, qui inquiète le GENERG. Qu'est-ce que vous répondez là-dessus? Est-ce qu'elle a la bonne taille? Est-ce qu'elle n'est pas trop grande? Je ne pense pas qu'elle soit trop grande, parce que la population de la Guyane va doubler dans les 15 prochaines années. Si on regarde encore une fois la PPE, c'est un mot un peu barbare, mais si on regarde la commande de l'État, il est fait mention de 200 mégawatts crête de solaire d'ici, je crois, 2030 ou 2025. Donc il y a vraiment de la place pour toutes les énergies. Il ne faut pas opposer, encore une fois, les différentes énergies. Moi, je ne les oppose pas. Je regarde le mix énergétique, je regarde la commande publique et je réponds à la commande publique et j'essaie de la bonifier, ce que nous avons fait avec le Larivot, en partant d'une centrale 15 mégawatts ou de solaire, 120 mégawatts de thermique. On a changé de combustible et on a réduit le solaire. Donc le débat public permet aussi de faire en sorte qu'on ajuste et on bonifie les différents projets. On en est où d'ailleurs, Alain Delorme? En termes d'agenda, les procédures sont en cours, il y a une instruction, c'est ça, qui est en cours actuellement? Oui, il y a une instruction qui est en cours, donc on a un référé qui a suspendu le chantier. On a fait appel de ce référé. Ça va prendre un temps que je ne sais pas dire. Et en parallèle de ça, on est en train de rédiger, ce que je vous disais en préambule, nos mémoires en réponse vis-à-vis du jugement au fond. Et ça, on va les déposer très très prochainement. Donc on attend finalement de la décision de la justice sur ce point. On attend ou la décision en cassation ou la décision au fond. On attend les deux finalement. Est-ce que EDF PEI a prévu un plan B si, imaginons, la justice annulait demain définitivement le projet de la centrale du Larivot? Comme je vous le disais tout à l'heure, on est très confiant dans les mémoires qu'on va produire et les explications et les clarifications qu'on va produire. On espère réellement que ça va permettre de reprendre le chantier le plus rapidement évidemment possible. Mais imaginons vraiment que demain, la justice dise non, c'est terminé, pas de centrale du Larivot. Est-ce que EDF PEI a un projet de secours? On n'a pas de projet de secours aujourd'hui. Le projet de secours, il sera inscrit dans la PPE. Il faudra qu'il soit inscrit dans la PPE. Et si on met dans la PPE un nouveau projet, en disant le projet du Larivot ne se fait pas, finalement, il faudra, on parlait d'anticipation au tout début, et ben il faudra le même temps, 8 ans au moins, pour refaire un projet de cette ampleur. Donc il est, comme je le disais tout à l'heure, il est urgent de faire cette centrale qui est indispensable pour la Guyane. Elle est aussi indispensable pour nous, bien entendu, puisque nous, on est ancrés dans ces territoires depuis le début. Merci beaucoup Alain Delorme d'avoir été avec nous ce matin. On a un petit peu dépassé le temps qui nous était imparti, mais c'était important de prévoir un petit peu plus de temps qu'on avait prévu. Merci beaucoup, on le rappelle. Vous êtes le directeur général d'EDF PEI et vous étiez avec nous ce matin pour parler de ce projet, de la future potentielle centrale électrique du Larivot. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup.